Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la série de webinaires d'Excellence en Santé Canada sur le vieillir chez soi. Je m'appelle Andrea Pichet, mes pronoms sont elle, elle. J'ai le plaisir d'être votre présentatrice aujourd'hui. Alors, je vous invite à dire bonjour dans le clavardage et nous indiquer le nom du territoire ancestral d'où vous nous rejoignez. Donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de la série. Et nous sommes très heureux de conclure cette série avec une table ronde sur la signification du vieillir chez soi. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée vers le français par Boost Events, qui est une filiale de Boost Lingo. Si vous souhaitez écouter la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français à partir du menu d'interprétation en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation, vous pouvez peut-être voir un menu avec 3 points ou plus. Donc, sélectionnez ça pour choisir la langue d'interprétation. Si vous avez besoin d'aide à tout moment durant ce webinaire, vous pouvez contacter le soutien technique Tech Support à travers le clavardage. Nous vous invitons aussi à participer au clavardage tout au long de la séance en anglais ou en français. Cette séance est enregistrée et nous partagerons le lien vers l'enregistrement dans les prochaines semaines. Alors, je tiens tout d'abord à reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur des terres habitées depuis toujours par les peuples autochtones. En particulier, je souhaite reconnaître que j'ai le privilège de me joindre à vous depuis Grimsby en Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Ojibwe-Chippewa, visés par le traité du Haut-Canada. Dans mon propre cheminement vers la vérité et la réconciliation, je cherche activement la sagesse présente dans les territoires des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Je suis particulièrement attirée par les enseignements liés aux saisons et aux cycles annuels. Et cette dernière période, j'étais rappelée par les traditions indigènes à travers les rassemblements et la gratitude. J'espère que vous rejoignez à moi pour apprécier cette opportunité d'être ensemble comme communauté et d'échanger dans un esprit d'honneur vers nos aînés et les dons qu'ils nous transmettent. Si vous ne l'avez pas fait encore, veuillez partager sur le clavardage le territoire duquel vous vous joignez à nous aujourd'hui. Merci à mes collègues qui ajoutent présentement donc cela sur le clavardage. Euh, Puisque certains d'entre vous ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, si vous apprenez quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous aujourd'hui, quelque chose dont que vous avez besoin d'entendre, je vous prie de mettre vos conclusions, votre gratitude vers les orateurs sur le clavardage avant de partir. Nous conserverons le clavardage pour nos panélistes. C'est maintenant un plaisir de vous présenter nos 4 panélistes aujourd'hui. Nous avons Bella Patawabeno, qui vient des services sociaux de Jinx Bay, Dr Suzanne Dupuis-Blanchard de l'Université du Mountain, Sana Teresa, qui est avec le Help Age Canada et Dr Samir Sina de Toronto Metropolitan University. Bienvenue à vous tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. J'essaie de faire bouger la fenêtre pour voir tout le monde clairement. Voilà. Ben là, si vous voulez bien allumer votre caméra, on aimerait beaucoup pouvoir vous voir aussi. Très bien, tout le monde est là. Fantastique. Alors peut-être pour commencer, on pourrait commencer de la manière suivante. Vous avez chacun d'entre vous une expérience unique et riche liée au vieillissement chez soi. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de votre lien avec ce sujet, le vieillir chez soi? On va commencer avec Bella, puis Suzanne, puis Zanat, puis Samir. Peu importe votre âge, je dis toujours cette prière. Permettez que je ne sois pas toujours la première. Ah, désolée, désolée pour ça. Pas de souci, pas de souci. J'aimerais dire un petit peu
sur moi, donc je suis écrit. J'ai 73 ans et les gens me demandent toujours est-ce que vous profitez bien de la retraite? Eh bien, je ne connais pas la retraite encore. Je n'ai pas réussi à prendre ma retraite, même si j'ai arrêté de travailler, d'accepter des contrats. Ça me permet de me sentir jeune et que je contribue et je voudrais continuer à faire ça le plus longtemps possible. Donc, ça fait longtemps enfin presque toute ma carrière que je travaille dans le secteur de service social. J'ai commencé euh, là, j'ai eu des promotions, je suis devenue gestionnaire, puis directrice, puis devenue présidente de l'organisation pendant les 8 ans. J'ai beaucoup travaillé dans la communauté. J'ai trouvé que ce genre de travail, les contrats, tout ça, sont très intéressants. Mais la chose la plus intéressante et gratifiante, l'expérience la plus gratifiante n'est pas liée au travail rémunéré, si je puis dire ça comme ça. C'est vraiment lié au travail que j'ai fait en dehors de mon travail. Je n'ai jamais travaillé dans les premières lignes concernant le travail avec les aînés, avec les personnes qui ont des besoins particuliers, etc. Je l'ai fait avec ma propre communauté, mes propres amis. Certains sont décédés, mais j'ai fait beaucoup de travail pour les aider. Un de mes amis est décédé il y a 3 ans à cause de la démence. Donc, elle était l'une de mes meilleures amies et je l'ai aidée. Donc, depuis les premières phases de la démence jusqu'à ce qu'elle est partie en centre pour recevoir des soins. Donc, une autre amie est décédée de cancer. Et c'est là où j'ai commencé à faire des soins palliatifs. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas à la retraite. Je continue à aider les gens dans ma communauté avec ça. Parmi les choses que j'aime beaucoup faire, c'est de plaidoyer pour ces personnes. Parce que je sais ce qu'il y a là-bas, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas comment accéder aux services. Ils ne savent même pas ce qui existe là. Ils ne savent même pas ce dont ils ont droit. Bien sûr, je ne peux pas laver les sols avec eux, mais je peux aider avec ce que je peux faire, avec ma spécialité. Je suis dans le secteur de santé pendant toutes ces années. Je suis mère de 3 enfants. J'ai 6 petits-enfants, un arrière-petit-enfant. Mon mari est décédé il y a 18 ans d'un infarctus. J'ai aussi pris soin de mes parents, j'ai aidé mon mari défunt. Alors ce sujet pour moi est très, très personnel. Pas parce que je suis en train de vieillir moi-même, mais pour toutes ces autres raisons que j'ai mentionnées. Beaucoup d'amour vous parvient, Bella. Nous sommes reconnaissants que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, vous vous décrivez comme n'ayant pas été aux premières lignes des fournisseurs de soins de santé, mais je voudrais dire que je pense le contraire. Vous avez été aux premières lignes au sein de votre communauté. Merci d'avoir partagé. Merci. Suzanne, est-ce que je peux vous inviter maintenant à vous présenter? Merci beaucoup, Bella. Merci d'avoir partagé votre expérience. Mon expérience est un petit peu différente. Elle est plus professionnelle. Ma connexion au vieillir chez soi a commencé lorsque j'ai été jeune infirmière. Je travaillais dans une communauté de soins avec les personnes âgées. C'était déjà les années 1990.
Et à ce moment-là, on ne discutait pas de ce genre de sujet comme on le fait aujourd'hui. Vous êtes chez vous et si vous voulez déménager, eh bien, tout le monde le fait. Les transitions pouvaient être difficiles, les services pouvaient être plus limités qu'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'expérience avec des personnes âgées que je visitais chez eux. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que le secteur de la santé n'a pas vraiment réfléchi, pensé à ces populations et aux défis auxquels ils font face. C'est-à-dire rester chez soi, s'ils doivent être déplacés ou pas. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu des expériences sur le terrain qui ont informé les recherches que je faisais en tant que infirmière chercheuse à l'université de Mountain. J'ai dû faire à peu près 20 ans de recherche sur les différentes phases du vieillir chez soi. Et ceci m'a ramené, moi et mon équipe, à développer une approche sur le vieillir chez soi. J'ai vu mes grands-parents aussi vieillir à la maison. Chez eux, oui, ils pouvaient rester jusqu'à l'âge de 90 ans. Mes parents aussi, en ce moment, ils ont à peu près oui, 80 ans et ils sont toujours à la maison. Bien sûr, des fois, ils ont besoin d'aide pour certaines choses, mais en tout cas, c'est possible et c'est un sujet qui est important pour moi. Merci, Suzanne. Je vois sur le clavardage que ils sont d'accord avec vous, les personnes, les participants sont d'accord avec vous. C'est vrai que les choses ont un petit peu changé dans une certaine mesure, mais il y a aussi certains qui vivent les mêmes réalités. En tout cas, ça va ouvrir le chemin à une excellente discussion tout à l'heure. Zanat, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Je suis Zanat Reza. Je suis avec l'ESC. Je travaille dans la santé communautaire et j'ai travaillé sur la traduction, les histoires. On a travaillé aussi sur le leadership et l'impact de ce travail. Pour ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas le projet HelpAge, nous travaillons avec les communautés pour renforcer le bien-être chez les communautés gériatriques. HelpAge, donc j'étais la directrice précédente de l'équipe gériatrique. J'ai hébergé le podcast sur le vieillir. Je suis moi aussi en train de vieillir. Et je pense que partager votre âge, dire votre âge, le révéler et avoir de la confiance par rapport à ça, c'est important. Moi, j'ai 53 ans et je fais partie de cette génération qui a des enfants, mais aussi des parents vieillissants. Ils sont dans leur septième et huitième décennie et il m'inspire beaucoup. J'écoute beaucoup d'histoires réelles et ça m'inspire pour le travail que je fais. Merci, Zanat. Merci de nous aider à célébrer, de nous rappeler qu'il faut célébrer. Il est important de faire les choses avec la communauté et non pas uniquement avec les institutions. Alors, Samir, on va vous écouter maintenant et écouter votre connexion sur le vieillir chez soi. Je suis scientifique clinicien gériatrique à l'hôpital de Toronto. Je suis aussi un praticien et chercheur avide dans cet espace. Je travaille exclusivement avec les adultes d'un certain âge. On fait des visites à domicile et on aide à les transporter à la clinique. Je vois tous les jours les personnes âgées et leurs familles avoir du mal à gérer les choses, surtout lorsqu'il y a
un problème comme la démence ou des problématiques de santé. Et en général, ce n'est pas que les personnes vieillissantes qui ont des difficultés, mais leurs familles aussi, qui ne savent pas où commencer, qui ne connaissent pas le diagnostic, qui n'arrivent pas à naviguer le système. Et ça m'a beaucoup aidé de voir cela pour savoir à quel point est-ce que parfois on rendait les choses difficiles pour ces personnes-là. Et donc j'ai eu le privilège tout au long de ma carrière de avoir des opportunités de leadership, d'aider avec des stratégies gouvernementales, de faire des recherches à travers mon rôle à l'université, où on se concentre beaucoup sur le vieillir chez soi et aussi le vieillir dans le bon endroit. Nous avons fait plusieurs visites à domicile pour faire des diagnostics sur la démence. J'ai rencontré des patients. J'étais avec une patiente avec son fils et sa nièce de la New Brunswick. Et Suzanne, vraiment, c'était parmi les exemples classiques où euh, on voit donc on écoute les histoires. J'ai une patiente de longue date qui est atteinte de démence et qui veut rester chez elle. Elle veut absolument rester chez elle. Et donc, sa fille va déménager avec elle. Elle a un peu peur, ne sait pas comment ça va se passer et je lui ai dit que il faut pas s'inquiéter parce qu'on va le faire ensemble. Et ce genre de choses me rappelle l'importance du travail que nous faisons pour les gens. Et je vais m'arrêter ici. Je suis très heureuse d'être avec vous ici pour parler de ce Merci sujet. Samir, je vais vous laisser vous arrêter là et pas vous arrêter là. Donc l'histoire que vous avez partagée a connecté tout le monde qui participe à cette réunion. Je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ont ressenti avec quelqu'un que nous connaissons ou dont nous nous occupons. Et je pense que c'est une très belle transition sur là où je voulais commencer la conversation ensemble, qui tourne autour de ce à quoi ressemble le fait de vieillir avec dignité dans notre communauté et dans notre contexte. Vous êtes des personnes qui aident les gens à naviguer ceci et maintenir autant de dignité que possible dans la manière dont ils veulent vieillir et vieillir chez eux. Et de votre perspective, qu'est-ce que cela veut dire de vieillir avec dignité? Je pense que Suzanne et les autres, nous avons parlé de ceci et nous devons garder à l'esprit la langue que nous utilisons et les termes parce que parfois ils parlent de vieillir avec succès, d'arriver à 100 ans et de faire des sauts et de courir des marathons et l'idée que ces gens réussissent et que les autres ne réussissent pas. Et même cette notion que vieillir chez soi veut dire que vous vieillissez chez vous autant que possible. Parfois, c'est le meilleur endroit et c'est là où les gens veulent se trouver. Mais parfois, il y a d'autres environnements. C'est pour ça qu'on parle de vieillir au bon endroit et ce qui est bon pour vous. Donc, ce qui nous ancre vraiment en tant que gériatre, c'est ce qui compte le plus pour vous. Et c'est ça qui touche à cette idée de vieillir avec dignité. C'est ce que ces personnes souhaitent et de pas faire cette projection de dire que être à la maison, c'est toujours la meilleure manière ou faire ceci comme cela. Et vous réalisez quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, il y a différentes dynamiques de famille, il y a différentes circonstances. Et donc, je me positionne toujours sur le fait de voir ce qui compte le plus pour mes patients et ce qui compte le plus pour préserver ce qui est important pour eux. Et comment est-ce qu'on réussit à régler ça ensemble et en rassemblant les communautés et les ressources qu'on peut y trouver. Donc, c'est un peu quand je pense à vieillir avec dignité, je réfléchis à fait de préserver, de soutenir la dignité, c'est honorer ce qui compte le plus et essayer de parvenir à ça pour une personne âgée et sa famille. Allez-y, Suzanne. J'ajouterai à cela, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, Samir. J'ajouterais aussi que c'est aussi le fait de respecter leur indépendance, que même s'ils ont peu importe ce qu'ils ont comme maladie ou ce qui se passe en termes de santé à leur niveau, mais que nous nous rappelions que ce sont des individus, ce sont des gens. Et
ce n'est pas une fonction de l'âge, mais c'est le fait de reconnaître qu'ils restent indépendants dans leur prise de décision également, dans, au mieux de leur capacité et de pouvoir respecter ceci. Et je pense que c'est quelque chose qui va loin également. Oui, vieillir au bon endroit également. Oui, j'allais juste ajouter, je suis entièrement d'accord avec vous deux. Au bout du bout, tout le monde vieillit selon ses propres termes, peu importe ce que leur ressemble. Donc, avoir un contrôle, avoir un choix qui soit respecté et rester connecté aux personnes qui comptent. Donc, vieillir au bon endroit, quoi que cela représente pour chaque personne. Et aussi, pour reprendre un des points que vous avez mentionné concernant le soutien par la communauté, quand on regarde les organisations communautaires qui fournissent des programmes et des services pour les aînés, donc c'est vraiment ce qui anime nos communautés parce qu'elles fournissent beaucoup de services qui parle des déterminants et des leviers sociaux de la santé. Et donc, je dirais que vieillir avec dignité, c'est avoir accès à ces soutiens qui aident les gens à vivre la vie qu'ils entendent vivre. Et là, vous avez eu l'honneur de parcourir avec des gens qui ont pu vieillir dans l'endroit qu'ils le souhaitaient, parfois pas. Donc, de votre point de vue, à quoi ressemble le fait de vieillir avec dignité? C'est très intéressant d'écouter ce que d'autres personnes ont à dire concernant cette expérience de vieillissement. Je pourrais dire que ma génération, parce que je, je viens d'une famille qui était des chasseurs et des trappeurs et qui vivaient euh, dans la nature et qui étaient très indépendants et très autonomes et qui ont vieilli euh, dans, donc, dans le seul endroit, c'était peut-être le bon endroit pour eux. Et ils étaient entourés par des membres de la famille. Ils n'avaient pas besoin de soutien de la communauté parce que tout le monde au sein de la maison était là pour fournir le soutien dont ils avaient besoin. Et qui plus est, ils avaient leurs petits-enfants autour d'eux. Et dans la plupart des cas, ces personnes qui vieillissaient au sein de leur unité familiale étaient ceux qui faisait, prenait sur eux beaucoup de responsabilités d'éducation et passaient du temps avec les petits-enfants et passaient du temps avec leurs petits-enfants. Et ils avaient une contribution en plus du fait de conseiller d'autres personnes au sein de leur propre environnement. Ils avaient un grand rôle à jouer. Donc, concernant mes parents, quand ils ont vieilli, ils n'étaient plus dans leur tipi, dans leur loge d'hiver. Ils vivaient dans une communauté, ce qui était très différent parce que ils avaient de l'eau, de l'électricité et tout ce dont ils avaient besoin. Ils ressentaient quelque chose qui était très différent de ce que leurs parents avaient par le passé. Et c'était en fait un sentiment d'isolation. Ils avaient ces murs, ils, la famille avait grandi et comme je l'ai dit, on leur fournissait un soutien à distance, mais ça veut dire que la famille n'était pas présente. Et donc, j'ai pu leur fournir le type de service dont ils avaient besoin et rester connectés aux personnes qui fournissaient ces services pour s'assurer qu'ils avaient ce dont ils avaient vraiment besoin pour pouvoir rester chez eux. Et chacun d'entre eux, mon père et ma mère, sont morts à la maison. Et c'est là, c'est ce qu'ils avaient voulu. Donc, il n'y a rien que quiconque puisse faire pour nous maintenir en vie plus longtemps. Pourquoi ne pas juste rester ici et mourir chez nous, à la maison? Et donc, nous avons respecté leurs souhaits et c'est exactement ce qu'on a fait. Mais cela a changé maintenant. Et pour moi, parce que j'ai vu mes parents vivre chez eux jusqu'à la fin, même s'ils ont ressenti beaucoup d'isolation et qu'ils ont dépendu sur du soutien externe, de l'aide externe et tous les services de santé, les services que les services sociaux peuvent fournir, pas tout, mais la base, parce que nous n'avons pas tout. Mais ils ont pu
rester à la maison. Et j'arrive maintenant à cette période où maintenant mon temps va venir et je vois l'isolation. Je disais ceci à mes enfants, c'est vraiment, vraiment important de se cramponner à ses amis, d'être gentil avec ses amis, de les aider quand on peut, parce que un jour vous aurez peut-être besoin de leur aide en retour. Et c'est ce qui s'est produit récemment. J'ai eu des problèmes de mobilité et je suis tellement ravie de ces amitiés parce qu'ils m'ont inspirée euh, pour faire tout ce que je pouvais pour retomber sur mes pieds et être qui j'étais, peut-être pas à 100%, mais qui j'étais en tout cas avant ce problème de mobilité. Mais en fait, c'est leur inspiration. Et ces personnes, même s'ils hésitent, ils ne savent pas vraiment comment ils vont pouvoir vous aider, mais ils viennent. Et ce que j'ai le plus apprécié avec mes amis, c'est qu'ils sont venus et ils ont dit, je suis là pendant 1 heure ou 2 heures avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et donc, je leur disais, et ils étaient absolument ravis de pouvoir m'aider. Et bien entendu, dans mon esprit, je me dis toujours que c'est juste temporaire, que je vais aller mieux, que je vais pouvoir faire ces choses par moi-même à nouveau, mais je sais qu'un moment viendra où je ne serai plus capable de le faire. Mais tant que je peux, je veux pouvoir être aussi indépendante, aussi autonome que je peux l'être et prendre ce soin, prendre ce que les gens peuvent m'offrir. J'essaye, j'essaye de, de distribuer mes besoins, mes envies. J'ai besoin qu'on me livre des courses. À qui est-ce que je demande? Certains travaillent encore, ils ont des engagements avec de la famille, etc. Donc, j'essaye d'être réaliste dans mes attentes de leur part. Et c'est ce que représente le fait de vieillir avec dignité. Et par exemple, concernant mes amis, j'ai pu plaider en leur faveur. Je sais ce qui est là-dehors, ce qui existe, et je sais comment l'obtenir. Donc pour moi, c'est bon, je sais le faire, mais tout le monde n'en est pas capable. C'est très différent dans les communautés autochtones parce que nous n'avons pas accès à des services. C'est quelque chose qui est compliqué. Certains services sont là, d'autres ne sont pas. L'isolation est un gros problème dans nos communautés et aussi l'abordabilité. Je peux me permettre d'avoir de l'acupuncture, de la kinésithérapie, des services d'un ostéopathe. Moi, je peux me permettre de le faire financièrement, mais la plupart de mes amis ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de se l'offrir et dans certains cas, ils ne savent même pas ce que c'est. Je peux dire à mes amis en disant pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire un massage et ils se disent mais c'est quoi un massage? Donc, dans les communautés, il y a un accès minimal et beaucoup d'isolation et c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose. Donc, nous avons vraiment beaucoup de chemin à faire pour vieillir avec dignité. Voilà, j'ai l'impression, je suis désolée Andrea, je dois juste intervenir parce qu'il y a 2 choses que Bella a dit que je pense qui sont tellement importantes afin de pouvoir vieillir au bon endroit et c'est pouvoir demander de l'aide. C'est très difficile de demander de l'aide
on m'a dit par de nombreux participants, en tout cas dans nos projets, sur le fait de vieillir chez soi, que quand on demande d'aide, cela montre un peu de vulnérabilité et vous perdez un peu d'indépendance en le faisant. Mais dans le même temps, si vous obtenez cette aide, vous réobtenez cette indépendance en retour. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Donc, vous avez demandé à qui poser la question. Et je pense que c'est tellement important, je voulais souligner ça, et vous êtes entouré avec des amis et les relations sociales sont tellement importantes en vieillissant et le fait de conserver ces relations et de travailler là-dessus et de les garder vivantes et nourries. Vous en avez parlé de manière très agréable et je voulais souligner ça parce que quand nous réfléchissons au défi du fait de vieillir chez soi, je sais que pour moi-même, quand je pense à certains des défis, oui, il y aura l'accès aux services, mais il y a aussi le rôle personnel de pouvoir demander cette aide. Vous en avez parlé tellement bien. Et je vais aussi rebondir là-dessus parce que non seulement c'est l'importance de savoir demander, mais c'est aussi de ne pas être vu comme une charge. Très souvent, quand il y a des familles, j'ai les personnes âgées qui sont là en disant je ne veux pas être une charge, j'ai l'impression d'être une charge et parfois c'est presque une chose, mais tout le monde dit mais on ne vous voit pas comme une charge. Et j'essayais d'utiliser l'analogie que vous vous êtes occupé de ces enfants ou de ces amis où ça fait des années que vous êtes des amis et maintenant ils veulent vous aider vous et maintenant les rôles sont inversés et vos enfants ne sont pas là par obligation, ils sont là par amour et donc c'est bon. Donc essayons de mettre les besoins sur la table parce que c'est en demandant cette aide, ne vous voyez pas comme une charge, vous aidez les personnes qui vous aiment à s'assurer que vos besoins soient comblés. Donc c'est important d'expliquer aussi cette notion et cette barrière au fait de demander en disant qu'il ne faut pas avoir peur d'être vu comme une charge. Et par exemple, les enfants ont peut-être été une charge pour toute une année. On ne voit pas ça comme étant, on voit ça comme étant un rôle qu'on accomplit. Donc, c'est les sentiments qu'on a et les sentiments parfois sont là. Donc, une des choses que vous avez évoquées, c'est toute la notion de gens qui vérifient les uns les autres, des voisins qui viennent prendre des nouvelles des autres. Ça ne doit pas être super structuré formellement, mais c'est euh, juste une responsabilité et tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Et pour revenir sur votre point, Suzanne, en disant qu'il faut s'entourer avec des amis et un réseau de soutien très fort pour rester socialement connecté, j'ajouterais aussi le fait d'amener des amis de différentes générations, d'être connecté avec des gens de différents âges, je pense, renforce les communautés à de nombreux niveaux, non seulement au niveau personnel, mais cela aussi permet de relever les stéréotypes par rapport au vieillissement. Vieillir est un gros problème et c'est un obstacle par rapport à ceci. Et donc être connecté, faire partie d'initiatives en se connectant avec des gens de différents âges, c'est vraiment un des ingrédients pour vieillir en bonne santé. Beaucoup de fils de pelote à dévider de ce que vous dites, Bella. Donc, je pensais que c'était une conversation qui nous amènerait, et ça a été renforcé par tout le monde, c'est cette notion d'équilibre entre la famille et les amis et des formes plus naturelles de soutien avec des services de santé et des services sociaux plus formels. Et donc, ben là, vous avez un don pour naviguer les deux. Vous comprenez le système. Donc, pour vous, c'est facile de voir et de comprendre comment connecter ces personnes. Je sais que Suzanne, à travers votre travail dans les maisons de retraite sans mur, c'est vraiment ce sur quoi vous concentrez, d'aider les gens à découvrir et à savoir comment se servir de ce qu'elle adore, tout en bâtissant et en développant des connexions plus profondes avec des personnes dans leur communauté pour que ce ne soit pas tous euh, sous la forme de services de santé et de services sociaux formels.
Donc, je voulais juste savoir comment aider les gens à avoir le soutien dont ils ont besoin pour savoir ce qui compte pour eux et de connecter les gens avec ce qui compte pour eux. Je pense que c'est vraiment au centre de ce défi et il y a beaucoup de personnes qui entrent dans des soins dans des soins gériatriques à long terme et ils ne savent pas se connecter avec ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins et ce qui compte. Rosanna, nous en avons aussi beaucoup parlé avec les différents modèles pour vivre, pour soutenir les adultes assez âgés. Donc, on a cet espace autour de cette navigation, de cet équilibre entre ce qui est formel et la communauté. Comment est-ce qu'on peut avancer pour faire en sorte que les gens restent à la maison et puissent naviguer ceci? Je dirais que l'avenir de vieillir, c'est la communauté et soutenir les organisations qui sont basées sur les communautés qui soutiennent des personnes âgées et d'autres. Donc, quand on regarde ces organisations basées sur la communauté, donc ils disent donc c'est donc les qui servent les seniors, les organisations. Il y a 10 000 de ces organisations communautaires à travers tout le pays, mais ces organisations ne sont pas juste l'énergie vitale de nos communautés. Souvent, elles sont mal connues et mal financées. Donc, quand on parle de soutien, et surtout le soutien non médical pour aider avec le transport, qui souvent représente un transport pour pouvoir vivre au bon endroit, aussi les programmes de santé mentale, de santé physique, ce sont le type de programmes et de services qui sont fournis par ces organisations, mais où est-ce que le financement va pour plus d'hôpitaux, plus d'institutions? Parce que c'est ce qui est sexy. Et je vais vous le dire maintenant, mais c'est en finançant les organisations communautaires qu'il faut aller et pour naviguer ces services. Les choses sont en silos, sont fragmentées et nous devons vraiment casser ces silos. Une partie du travail que j'ai fait précédemment, c'était cette notion d'avoir des écosystèmes ou des modèles de vie à 360 degrés et les maisons de retraite sans mur sont un excellent exemple. C'est là où nous avons vraiment des services complets pour les personnes, la santé, l'hébergement, les services communautaires. C'est un petit peu comme un guichet unique et on doit vraiment mettre de l'argent là où ça va avoir un impact et c'est vraiment dans la communauté que c'est le cas. Je suis entièrement d'accord et si je peux juste intervenir, c'est clairement dans la communauté, mais aussi je pense que c'est une approche mixte. Vous avez besoin des services formels parfois, parfois c'est principalement la communauté, mais tout ceci est basé sur la communauté. Ce sont ces relations entre les silos qui doivent être avoir une réponse. Et c'est ce que nous voyons avec les maisons de retraite sans mur. Cela permet une approche centrée sur la personne, une approche flexible qui est basée sur la communauté, mais dans le même temps qui coordonne les services qui sont nécessaires. Donc, si c'est de la part d'une organisation caritative avec laquelle nous pouvons être en partenariat et peut-être aider avec certains des frais qu'ils ont parce qu'ils vont venir pour fournir des services ou si c'est avec le gouvernement provincial ou avec les organisations, enfin les hébergements à long terme pour les maisons de retraite sans mur. C'est donc le fait d'avoir la personne avec ses besoins qui est au centre des préoccupations et le reste vient autour. Mais je suis d'accord, la base c'est la communauté et l'ancrage donc communautaire devrait pas réduire tous les autres services, mais ça change un peu le prisme par lequel on regarde ceci et les actifs qui sont là, et ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qui doit être développé. Et je pense que cela démontre que cela fonctionne. Donc, je vois dans le chat aussi beaucoup de questions autour de l'hébergement des personnes âgées. Il y a peut-être différents modèles que nous n'avons pas encore explorés, comme le co-hébergement, par exemple. Je sais qu'on fait un peu de travail en regardant le co-hébergement au Canada et ce n'est pas une approche encore très populaire, à part sur la côte ouest. Et encore une fois, c'est ce prisme multiple
que nous devons utiliser pour regarder le fait de vieillir chez soi. Et c'est ce qui est nécessaire. Mais quelqu'un doit le regarder, quelqu'un doit le coordonner et aider les gens à naviguer ce système un peu compliqué. Mais c'est plus que naviguer, c'est vraiment les accompagner et être là afin de pouvoir les rassurer, les autonomiser. C'est très compliqué. Et si la question dont nous parlions aujourd'hui était facile, on ne serait pas là pour en parler. Je pense que, en rebondissant là-dessus, Suzanne, donc ça a été intéressant de lire dans le chat la manière dont tout est très fragmenté. Je pense que nous avons tous les bons éléments qui sont disponibles au Canada. Leur financement est une autre problématique. Je pense que les choses ne sont pas aussi bien financées que ce que nous avons vu dans d'autres pays, comme par exemple le Danemark, où jusqu'à 40% des dépenses de santé se fait sur des soins à long terme basés sur la communauté et d'autres services qui peuvent soutenir les personnes afin de vieillir à la maison et d'avoir des services dans leur quartier. Mais ce que j'ai remarqué, c'est combien de personnes, de patients et de leurs familles ne savent même pas par où commencer. Ils ont ce look d'être un cerf pris entre les phares. Donc, quand on regarde juste la démence sénile, vous créez dans le même temps quelque chose en disant ça va progresser, ça va être pire. Et je ne sais même pas quelle va être et ou même commencer. Donc, c'est un défi parce que nous n'avons pas vraiment un site qui clarifie ça. Si vous avez besoin d'appeler ce numéro, vous êtes à vous orienter. Vous avez souvent, il y a des coordinations et c'est financé pour coordonner les services que ce groupe fournit plutôt que des choses un peu plus vastes qui pourraient vous aider à savoir que oui, vous devez pouvoir coordonner vos soins à la maison, mais je peux aussi vous relier à ces services qui vous apportent plus. Et souvent, c'est des ressources. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement facile. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée une communauté et des ressources bien organisées pour que les gens dans le voisinage sachent, oh, je pense que j'ai besoin d'aide, je vais appeler X et qui va me dire, oui, nous pouvons vous aider à réfléchir à ce dont vous avez besoin, à ce qui est bon pour vous, à ce qui compte le plus et voir comment on organise ceci parce que chaque situation est différente. C'est la manière dont on va y arriver. Ça va être une question intéressante, mais on doit y arriver effectivement. J'ai l'impression qu'on a pu créer ceci avec Samir, avec le programme que nous avons, les maisons de retraite sans mur. C'est le fait d'amener les bonnes ressources qui ne dépendent pas sur le fait qu'elles soient des services formels ou informels. C'est simplement de quoi la personne a besoin et c'est coordonné. C'est pour ça que ça fonctionne et c'est flexible. Ce n'est pas juste, voilà la liste de ce qu'on peut vous fournir. C'est l'opposé. C'est demander à la personne de quoi avez-vous besoin et faire du mieux pour répondre à ces besoins. Encore une fois, c'est un changement dans la manière dont on a fait les choses jusqu'à présent. Donc, pour rebondir là où vous êtes arrêté, Samantha, donc relier le système de soins de santé à la communauté et au travail qui est fait et aider avec cette navigation. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'on voit ici au Canada. L'autre partie, c'est quand on regarde le modèle du hub de la communauté, un peu cet arrêt unique, ce guichet unique. Il y a des choses qui existent et c'est offert par différents groupes. Ça fait faire partie de la bibliothèque ou du centre communautaire ou du centre médical. Mais quels sont les ingrédients pour créer cet écosystème à 360? Et il y a donc quelque chose qui a été créé par l'Alberta, donc et ça fournit une guidance sur quels sont ces éléments donc qui sont adaptés à leur communauté et donc ça peut servir à ce système à 360
donc pour vos besoins, pour d'autres communautés, tout ce dont vous avez besoin. Donc je dirais, regardez un petit peu ce plan et ça se trouve sur l'action pour vieillir avec dignité. Merci, Zana. Donc, on va s'assurer qu'on va vous envoyer ces ressources après le webinaire. Nous plaidoyons pour beaucoup de choses dont nous sommes conscients en ce qui concerne ce dont on a besoin, mais des fois, ce que vous avez décrit, Bella, comment vos parents ont vécu avec leur communauté, cette vie intergénérationnelle qui était inhérente à la culture, de la manière dont on prend soin des amis, des voisins, etc., tout en reconnaissant qu'il y a une composante qui a à voir avec les soins de santé formels aux besoins. Alors, je voudrais revenir au fait de que certaines cultures ont réussi à adopter ça avec une harmonie étonnante. Il y a un article qui a été publié il y a quelques jours qui s'appelle L'isolation sociale envoie plus de personnes aux soins d'urgence et il s'agit vraiment de connecter les gens afin de promouvoir la santé. Je voulais juste garder un petit peu d'espace donc pour parler de ça, l'isolation sociale avant de passer. Donc l'isolation sociale et la solitude, comment naviguer ceci avec d'autres services de santé plus formels. Si vous voulez faire des commentaires là-dessus, n'hésitez pas. Je pense que je pourrais dire que ça, c'est le plus grand problème que les gens ont dans notre communauté, le type d'environnement dans lequel ils vivent. Même si vous vivez avec la famille, la famille n'est pas tout le temps à la maison. Les enfants vont travailler. Les petits sont soit à l'école, soit en garderie. Donc, même si vous vivez avec une famille, vous ne pouvez pas, des fois, vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison. Et des fois, lorsque les enfants, c'est l'heure de rentrer de l'école, donc vous êtes tellement content parce que la maison va se remplir de gens. Mais lorsque tout le monde sort le matin, c'est tellement solitaire. Et c'est là où vous avez besoin de d'une aide formelle. Et ce n'est pas toujours facile. Par exemple, si vous avez un accident et pour pouvoir arriver parfois au bon service, c'est vraiment difficile. Les gens ne sont pas toujours préparés à venir dire je suis une personne aînée. Je reste à la maison tout le temps. Je n'arrive pas à m'occuper moi-même de mon hygiène, mais je suis obligée de rester à la maison. Je ne veux pas prendre de douche, par exemple, lorsque personne n'est à la maison parce que j'ai peur de tomber dans la douche. Voilà, donc toutes ces choses sont importantes. C'est une situation qui existe aujourd'hui. C'est une situation dans laquelle on est. Et oui. Nous avons cette sorte de soutien dont on a besoin dans la famille. Je ne veux pas dire soutien de communauté parce que nous vivons dans des unités familiales éloignées de tout autre noyau. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler en tant que travailleuse sociale, parmi les premières choses que j'ai faites pour aider les aînés qui ne pouvaient plus être avec leur famille et qui étaient laissé derrière avec la communauté et sans beaucoup d'aide. Moi, j'ai décidé de mettre en place donc les maisons de repos pour eux et 2 fois par mois,
pardon, 2 fois par an ou 2 mois par an, ils allaient de nouveau chez leur famille et ça a beaucoup aidé. On a mis en place donc ces maisons de repos. On avait cette maison dans notre communauté pour une population d'à peu près 5000 et elle est en opération elle opère depuis 20 ans déjà. Nous sommes en ce moment en train de mettre en place un centre de soins gériatriques dans la communauté. Ça n'a pas été encore mis en place et ça ne va pas être mis en place dans les prochaines années, ça, c'est sûr. Certains d'entre vous ont parlé d'un soutien formel fragmenté et il faut que quelqu'un vienne coordonner tous ces services. C'est vraiment ça dont on a besoin, surtout dans les communautés indigènes. Notre communauté est plus grande, donc on a de meilleurs accès, mais ça reste toujours insuffisant. Ce n'est pas suffisant aussi parce que ma génération en ce moment, comment dire, nous ne sommes pas nombreux, mais pour ceux qui sont nés après les années 70, donc avec la vaccination, les services de santé, l'eau courante et tout ça, il y a beaucoup moins de bébés qui décèdent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a doublé la population. Et ces personnes-là sont maintenant dans leur quarantaine, cinquantaine. Et cette population-là, dans quelques décennies, ils vont avoir besoin de ces services. Donc, il faut qu'on regarde ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Comme quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, il s'agit de coordination. Donc, mais Stéphanie, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les petites communautés, mais en tout cas, nous, on a l'infrastructure pour faire ça. Mais il faut aussi que ça soit une priorité maintenant. Et je ne pense pas que ces personnes qui ont 40 et 50 ans ne sont pas dans des positions de leadership qui vont faire ça. C'est des gens comme moi aujourd'hui qui doivent venir en avant-plan et parler de cela. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose dont on aura besoin bientôt. Et les services ne seront pas forcément là pour répondre à tous ces besoins. Donc, c'est vraiment un éveil qui s'est passé et j'espère que je pourrai vivre assez longtemps pour continuer à être la voix de ces personnes. Je voulais juste commenter sur quelque chose sur le clavardage à propos de la fragmentation, de ne pas savoir ce qui existe. Et, et j'aimerais ici faire référence au travail de l'ESC parce que parmi nos œuvres, donc cet ouvrage qui connecte tous les services de santé au Canada, c'est un travail fascinant et nous sommes en train de travailler en ce moment sur une carte de systèmes de soins possibles sur dans votre province, dans votre ville. Et ce travail sectoriel est fait à travers des représentants de toutes les régions. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça permet de voir s'il y a d'autres services dans sa région. Et si les services même peuvent se connecter entre eux, se dire, ah, vous avez ce service et nous ne l'avons pas. Est-ce qu'on peut se connecter pour offrir cela de manière complémentaire? En tout cas, nous ne commençons pas à partir de zéro. Il y a des travaux qui ont déjà été élaborés et on essaye de voir comment construire là-dessus, comment utiliser donc l'approche de développement ABCD. Nous devons tous nous rassembler, essayer de ne plus travailler de manière isolée afin de mettre en œuvre tout ceci.
pour rebondir aussi sur le point de Bella et surtout pour votre question, Andrea, sur l'isolation sociale et la solitude, toutes ces choses, la solitude sévère est l'équivalente de 50 cigarettes par jour. Donc c'est vraiment quelque chose de grave. Alors, est-ce que c'est le bon environnement pour ces personnes aînées qui ne sortent pas, qui ne veulent pas sortir, qui sont prises au piège par eux-mêmes, sans aucune interaction sociale? C'est quelque chose de violent pour la psychologie. Et donc, si vous, c'est possible donc de comment est-ce que vous passez ces heures lorsque tout le monde est à l'école, lorsque tout le monde est occupé? Donc, comment essayer de créer des programmes pour engager ces personnes-là? Comment aider ces personnes aînées pour le transport? Des fois, même des discussions téléphoniques avec ces personnes pourraient aider. Quels sont aussi les autres environnements où ces personnes pourraient trouver des interactions sociales? Ça, c'est tellement important pour la santé et le bien-être. Ça permet aussi de retarder la démence. Donc, c'est un aspect important à considérer à mesure que nous travaillons ensemble sur tout ça. Donc, comment trouver la bonne formule pour la dignité dans le cadre du vieillir chez soi. Merci de parler de ceci par rapport à l'isolation sociale. Alors, on va bientôt atteindre l'heure de fin de notre webinaire. Tout a été fait. Le temps passe vite avec ces bonnes conversations. Nous regardons tellement de possibilités par rapport au vieillir chez soi. J'aime beaucoup comment vous abordez ça, Bella. Il faut commencer à parler, il faut le crier sur tous les toits, parler des besoins, parce que ça va prendre du temps de mettre en place un système et une infrastructure. Je pense que cette conversation est vraiment articulée autour de ce besoin. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est les adopter une approche basée sur la communauté pour prendre toutes ces pièces et les mettre en place pour générer de la valeur. Ce dont les gens ont besoin, c'est la coordination. Pour revenir à ce que vous avez dit, Samir, comment est-ce que les gens vont vivre leur vie finalement? Quelles sont les opportunités pour que les gens sortent de chez eux? Pourquoi ne pas simplement donner un petit bout de papier avec un numéro de téléphone pour accéder à un service de soutien, pour qu'ils puissent se connecter bien avec le monde extérieur? On a tellement de ressources, de communautés, des, des choses disponibles et maintenant il faut lier tout cela et trouver le financement pour connecter les différentes pièces pour servir les individus. Je sens beaucoup d'espoir et je vois toutes ces possibilités, beaucoup plus que au début de cette conversation. Donc, je voudrais vous remercier, vous tous, pour cette discussion, pour avoir apporté vos expériences personnelles, vos histoires d'une manière aussi riche. Merci aussi d'avoir discuté les différentes idées des uns et des autres dans cette conversation. J'espère que tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui ont senti quelque chose et ont voilà. Alors avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une nouvelle ressource d'excellence en santé Canada, c'est les 7 éléments de la participation réussie dans les soins aux personnes âgées. Le lien est dans le clavardage et cette ressource propose des stratégies pour une mobilisation inclusive en appuyant sur les forces communautaires afin de créer des solutions adaptées aux besoins et expériences des personnes âgées et soutenant un impact durable. Vous y trouverez la ressource principale ainsi que 4 études cas, de cas et une analyse documentaire. Voilà. Alors, vos commentaires
sont essentielles pour améliorer nos prochaines séances. Donc, je vous invite à remplir ce sondage avant de quitter. Merci encore à toutes et à tous qui ont travaillé dans ce projet, qui ont généré de nouvelles idées, de nouveaux leaders en termes de réflexion, qui nous ont aidés à travailler sur ce thème important du vieillissement chez soi. Merci d'avoir été une communauté puissante qui ont fait ça avec intention et avec et bien. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage et de chance pour votre travail dans le futur.